Et tu aimes bien ça, faire l'amour? J'ai lu tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Pourquoi mes seins? Ils m'ont interpellé. C'est vrai? Ouais. Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. Tu veux baiser? Je sais que t'es toute excitée, moi aussi je le suis, mais là t'y vas un peu fort. Alors, non, Non, je couche pas avec toi. c'est pas la bonne semaine. Attends, il y a une appli pour ça. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Et ciao. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas Sandro aujourd'hui. Je suis Luca de Mighty Lulu et aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah. Comment ça va, Sarah? Ça va très bien, merci. T'as toujours la même réponse. C'est Toujours. fou, hein? C'est épisode 100, centième fois la même réponse. Ça va très bien, merci. Très bien, merci. Et je suis avec Tamara Cœur-Sucre. Comment allez-vous? Hi, ça va, merci. Et toi? Eh ben, écoute, je me porte à merveille malgré la chaleur, encore une fois. Mais aujourd'hui, une émission très spéciale parce que une pensée pour Sandro qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Et tu n'as pas dit bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Ah, alors je reprends. Bienvenue dans un nouvel bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Aujourd'hui, nous recevons des magnifiques invités. J'ai juste ou pas? C'est juste, c'est Ok, juste. c'est Bravo. bon. Alors, en premier, on va accueillir Violetta. Violetta, comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis entre autres effeuilleuse burlesque. J'ai 44 ans. Mon nom de scène, c'est Violetta Onit. Et puis, je suis les cours à l'école Secret Follies, qui est donc sur Lausanne, Genève et Neuchâtel. Ok, super. Bon, on reviendra après sur l'art de l'effeuillage, entre autres. Et aujourd'hui, on est aussi avec Philippe Ligron. Comment ça va, Philippe? Bonjour à tous, ça va bien. Très heureux de vous retrouver, toute l'équipe. C'est assez sympa. Alors, Philippe, vous le connaissez peut-être d'un autre podcast que j'ai avec lui qui s'appelle Les Pieds dans le plat, où on parle de gastronomie. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler carrément gastronomie. On va y revenir tout de suite. D'abord, on va aussi accueillir Esther. Comment ça va, Esther? Ça va bien, et vous? Eh ben, écoute, moi, toujours nickel. Toujours nickel, c'est bien. Bon, alors, je m'appelle Esther, j'ai 47 ans. J'ai un métier qui est pas très érotique. Je suis de formation historienne spécialisée dans la Shoah, mais je me suis reconvertie dans la création d'événementiels culturels. Ok, super. Et aujourd'hui, tu viens expressément pour faire des lectures un peu olé olé, comme on dit. Oui. Des fois, je m'amuse à en faire en public pour des amis aussi. Et j'écris aussi des textes érotiques, mais là, je prête ma voix à une auteure. Ok, super. Et ben les amis, sans plus tarder, on va jumper dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on va parler aliments aphrodisiaques, tout simplement. Est-ce que vous, les filles, Sarah, Tamara, est-ce qu'il y a un aliment aphrodisiaque qui vous vient en tête? Le gingembre. Le gingembre. Alors, écoute, on va direct se référer à l'expert. Est-ce que le gingembre, c'est quelque chose d'érotique? Moi, personnellement, je peux pas blairer ça, le gingembre. Tu peux pas blairer ça. Érotique. Ah ouais. Autant pour moi. Tu peux faire ce que tu veux avec un des gingembre. quoi exotique. Faut faire. C'est pas faux. Donc. Non, érotique. Ah, érotique. C'est un aliment érotique, tu vois. Ça... bon, peut-être la forme, mais il faut avoir de l'imagination. Non. Alors, pour répondre à votre question, oui, le gingembre est considéré comme un aliment aphrodisiaque, mais ce pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il a des vertus, des propriétés vasodilatatrices. C'est-à-dire qu'en fait, il facilite un peu la circulation du sang. Donc, on peut imaginer que ça facilite certaines contractions, pas musculaires, mais spongieuses. Je sais pas, c'est très érotique ce que je vous raconte. Mais enfin, quand même, rassurez-vous, avant que ça fasse de l'effet, il faudrait vous en taper 3 palettes par jour, quand même. Hein. Donc, il faut aimer ça. Hein. Est-ce qu'il existe, je peux poser une question ou pas? Bien sûr. Est-ce qu'il existe vraiment, parce que moi, j'ai cette idée que c'est un peu du pipeau, c'est le truc d'aliments aphrodisiaques, et justement, il en faudrait des tonnes et des tonnes jusqu'à l'indigestion pour que ça ait l'effet escompté. Donc, est-ce qu'il existe un aliment ou plusieurs aliments qui, effectivement, ont de l'effet à petite dose, enfin, dose raisonnable, on va dire? Alors, je pense qu'à part des petites pilules bleues, voilà. Mais moi, je verrais ça d'une manière un peu plus poétique. J'ai envie de vous dire que les aliments aphrodisiaques sont ceux de chaque jour. Ça dépend tout de la manière dont on les prépare. Ça va dépendre de
où on va les déguster, avec qui on va les déguster, dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important qu'on ait aussi ces autres invités, que sont Esther et Violetta, parce que il y a toute une ambiance. Je veux dire, tu peux avoir le meilleur repas du monde, mais si t'as pas le feu sacré, si t'as pas la flamme, le désir dans le regard de l'autre qui est en face de toi, ça peut devenir très platonique, voire ennuyeux. Donc on peut d'entrée dire que aphrodisiaque, ça veut pas dire magique. On est d'accord. Non, il y a tout un univers autour de ça. Après, c'est clair que le fait de manger du gingembre, comme tu disais avant, Tamara, on se dit allez, on va manger du gingembre. Donc on se conditionne quelque part. On se conditionne un petit effet placebo, quoi. Mais c'est pas ça fait pas tout, quoi. Ok. Et ça vient d'où cette idée qu'il y aura des aliments qui sont aphrodisiaques? On a peut-être que je te pose une colle, mais est-ce qu'on a, ou toi l'historienne, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Désolée. Ça n'a rien à voir. J'ai dit historienne, elle doit tout savoir. Non mais absolument. Est-ce qu'il y a, on arrive à retracer dans l'histoire un moment où on s'est dit que certains aliments étaient... Clairement, mais depuis le début. Depuis l'Antiquité, depuis qu'on a commencé à écrire de manière poétique, de manière philosophique, de manière presque théologienne, j'ai envie de dire, par rapport aux dieux, par rapport à tout ça. Et l'exemple flagrant, c'est Aphrodite qui est la déesse de l'amour parce qu'elle était très très belle. Je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'Aphrodite. Aphrodite, c'est en fait tout commence par une bagarre entre deux dieux, qui est le père et le fils, Ouranos et Chronos, qui commencent à se fighter méchant. Et puis Ouranos s'énerve. Il prend un couteau et il coupe le sexe de son père et il le jette violemment dans la mer. Ouais, parce que eux, quand ils sont dans la mer, je pense qu'ils ont l'eau aux chevilles. Moi, si tu me mets dans la mer, tu ne me vois plus. Mais là, voilà. En tout cas, ils avaient pied, visiblement. Okay. Et jeter le sexe de son père dans la mer provoque une écume. Et Aphrodite, ça vient de Aphros, qui signifie écume de mer. Et la légende dit que de cette écume de mer a jailli, j'en ai la chair de poule en parler parce que c'est une très belle histoire, a jailli une femme très très belle, magnifique, nue. Donc la plus belle femme serait née d'un pénis. De l'écume produite par la chute du pénis de... Ah ouais, ça gâche tout. Ça gâche le mythe. Non, c'est un peu la même chose, quoi, en fait, je veux dire. Et puis donc Aphrodite allait se noyer, elle était dans la mer, elle a failli se noyer, et puis elle s'est... Je sais pas ce que prenaient les sages qui ont écrit la mythologie grecque, mais ça devait être de la bonne parce qu'ils ont de l'imagination, et elle s'accroche à une coquille d'huître géante, elle monte dessus et elle dérive comme ça pendant plusieurs jours, et puis du coup l'huître est devenue aphrodisiaque. Vous allez me dire pourquoi l'huître est aphrodisiaque. Alors j'en parle dans un spectacle que je joue actuellement avec Nathalie Devanté, donc je vais pas tout lâcher, mais pas tout révéler, mais enfin on est quand même d'accord que la forme de l'huître a quand même un aspect qui peut laisser penser à une vulve, au sexe d'une femme, voilà, une vulve, exactement. Et puis en plus il faut savoir que c'est pas vraiment l'huître qui est aphrodisiaque, mais dans la coquille d'huître, et là on revient au bon vieux remède de l'Antiquité, la coquille d'huître à l'époque dans l'Antiquité était pilée, en fait on en faisait de la poudre et on la consommait comme ingrédient, enfin comme médicament aphrodisiaque pour se donner de la vigueur, parce qu'il y a du zinc à l'intérieur. Je sais pas s'ils avaient déjà compris qu'il y avait du zinc, mais en tout cas voilà l'histoire des premiers aliments aphrodisiaques selon moi. Après l'huître est revenue, je vous en reparlerai dans l'Antiquité, mais là on est vraiment au début de l'Antiquité avec toute la mythologie grecque qui a un peu mis le feu aux poudres. Oh, waouh, okay. C'est joliment dit. Bah, tu vois, moi je pensais que les huîtres étaient aphrodisiaques parce que justement la forme de l'huître ressemble à une vulve et que c'était la manière de lécher, enfin de gober l'huître qui rendait l'aliment aphrodisiaque. Ok. Moi je me disais juste c'est iodé. Il doit y avoir un truc. Je me disais la même chose. Il doit y avoir un truc avec le iode. Voilà, je me suis dit, je sais pas. Ok, parce qu'en soi, maintenant, l'huître est réellement un ingrédient aphrodisiaque, un aliment aphrodisiaque. On dit un repas d'huître, ça met un peu à Noël, on va faire un repas d'huître aux chandelles avec des fraises d'ailleurs, qui est une absurdité totale puisqu'il n'y a pas de fraises à Noël, mais voilà, il y a ces ingrédients qui représentent un peu, ce côté un peu aphrodisiaque. Effectivement, comme tu disais, il y a de l'iode dedans, il y a la mer, il y a ce côté frais. Il faut savoir que l'iode, en fait, n'a aucune vertu aphrodisiaque, ça combat plutôt le crétinisme.
véganisme. Et, Oui, c'est vrai ça. Et oui. Le sel iodé. Et d'ailleurs, certains devraient en reprendre. Le sel de l'Himalaya, c'est pas le cas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, donc l'huître a toute cette imagerie, mais je pense effectivement la forme de l'aspect visuel de l'huître a un effet. Mais après, Aphrodite a une histoire incroyable. Je vous le fais vite, mais elle a été mariée au dieu forgeron Héphaïstos, qui était un dieu boiteux, très jaloux, qui lui avait même fait, qui l'avait enfermé dans un filet de fer qu'il avait lui-même forgé. Elle a eu de nombreux amants, dont Arès, je crois. Je vous fais tout sa tête, je sais pas si vous remarquez. Arès, avec qui elle a eu beaucoup d'enfants, et elle a eu ensuite comme amant Hermès, qu'on connaît tous, c'était le dieu du foulard. Là, je suis pas sûr que ma mémoire soit Moi, je Tamara, elle était comme ça quand vous ouvrez. Elle a eu une seconde de retard sur un truc. Elle s'est dit quoi? Ah oui, non. C'était le messager des dieux. Effectivement. Ok, ouais, bon ben, Aphrodite, voilà. Mais du coup, si on repart sur le principe de la forme de l'huître qui fait penser à une vulve, est-ce que du coup, on peut considérer qu'un concombre ou une banane, c'est un aliment aphrodisiaque? Bah oui, tu vois ce que je veux dire. On utilise quand même, avec le langage emoji, on utilise quand même beaucoup les fruits et légumes pour représenter ce qu'on a envie de représenter. Ouais. C'est quand même beaucoup mieux d'envoyer une aubergine que d'écrire bite. D'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi une aubergine? Enfin, c'est beaucoup plus facile de mettre dans la bouche en entier une banane qu'une aubergine. Ouais. Mais je pense que c'est le petit capuchon, c'est le petit truc, le petit, je sais pas comment t'appelles ça, Oh là, les cuistots. La tige. Le capuchon. Le petit truc de... La tige. C'est une tige. La petite tige. Le pédoncule. Pédoncule. Oui. Mais pardon. Pédoncule, vous voyez que je vous ai dit que ma culture culinaire était extrêmement limitée. Oui. Qui fait un peu gland. Peut-être. Okay. Mais puisqu'on parle de ça, on est sans tabou, on a dit. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec une auditrice qui voulait absolument que j'aille passer un moment. Elle voulait m'inviter à boire un verre chez elle. Et puis, je lui ai dit que non, ça allait pas le faire, etc. Puis elle insistait un petit peu. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, mais viens. À l'époque, je travaillais dans un endroit, je vais pas citer le nom, où on faisait beaucoup de cours de cuisine, d'ateliers de cuisine. Et je lui ai dit, viens suivre un atelier de cuisine avec moi, si tu as envie de me voir. Et elle m'a envoyé, c'était impressionnant, rien que d'y penser, ça me fait bizarre. Elle m'a envoyé une photo d'elle, nue, la porte de son frigo ouverte, donc je pense qu'elle avait le cul dans le frigo, ça ne pas très agréable, et avec une courgette comme ça, ou un concombre, le long de sa joue. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être que finalement, le concombre, évidemment, c'est un symbole phallique, disons-le, et on va le retrouver, ce symbole phallique, avec un des ingrédients aphrodisiaques que je vous ai préparé aujourd'hui, enfin, en tout cas, au niveau de comment dirais-je, de l'inventaire, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle a été très longtemps un aliment aphrodisiaque. Alors, il a aucune vertu, comment dirais-je, chimique, mais c'est juste peut-être sa forme de la tige avec la boule au bout qui peut peut-être faire penser à un gland. Oui, parce que moi, je le anti-inflammatoire, comme anesthésiant. Alors c'est un anesthésiant. D'ailleurs, en cuisine, quand j'étais jeune, quand on avait une rage de dents, on se mettait un clou de girofle sous la dent parce que d'ailleurs chez le dentiste, ça sent le clou de girofle. Mais voilà, je pense que ça au Moyen Âge, sauf erreur, c'était un aliment aphrodisiaque parce que sa forme fait penser à un pénis. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi en lien avec la rareté de certains aliments? La cherté. La cherté. Ça se dit la cherté. Ouais. En tout cas, le côté franchement, cher. moi... Oui, bien sûr, tout ce qui est cher est précieux, tout ce qui est précieux prend une symbolique tout autre. Et puis effectivement, les épices... Je vais pas vous faire tout un truc sur les épices, mais la route de la soie et la route des épices a été très importante depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, avec les routes maritimes, etc. Et c'était très cher. Au Moyen Âge, il fallait à peine 100 grammes de coriandre pour acheter un mouton entier en Europe. Donc pour vous dire que ça coûtait très très cher. Maintenant, je suis pas sûr que tu pourrais aller avec tes 100 grammes de coriandre chez un éleveur et dire allez, je vous prends celui-là. On dirait, ça a un goût de lessive ton truc. Ah ouais, parce qu'il y a ce truc aussi de... Est-ce que les gens qui ont le goût de savon en mangeant de la coriandre, c'est eux qui sont... Est-ce que c'est génétique déjà? Mais je crois que oui, je crois qu'il y a un genre de mutation. Mais j'ai vu une vidéo là-dessus. Est-ce que c'est normal d'aimer la coriandre ou est-ce que c'est normal de pas aimer la coriandre?
Sauf erreur, je crois que c'est normal de pas aimer voilà, c'est la ça. coriandre. Ouais, je crois que c'est ça. apparemment. Ah bon, parce que moi j'adore ça. Moi aussi, j'adore ça. Oui, mais alors je je suis vais vous normale. dire, c'est J'ai jamais trouvé culturel. qu'il y avait un goût de... C'est culturel. Ça, Chez les Asiatiques, c'est pas du tout comme ça que c'est perçu. Et chez les Européens, ça change. Moi, je détestais ça avant. Et maintenant, j'en raffole, quoi. Ah. Ouais. Donc, Comme quoi, ça Tout est change. changé. Comme quoi, tout arrive. Tout arrive. Est-ce que on peut citer dans les aliments aphrodisiaques peut-être le chocolat, qui me semble être un aphrodisiaque puissant. Alors, le chocolat, j'ai une très longue histoire à vous raconter à propos du chocolat. Et puis, on va arriver à parler d'une dame extraordinaire qui s'appelait Madame de Pompadour, Jeanne Poisson de son vrai nom. Il faut savoir que le chocolat est originaire d'Amérique du Sud et c'était une boisson qui se buvait très chaude et très épicée. C'était pas une boisson qu'on buvait pour se faire monter la pression dans un couple ou entre deux personnes, mais c'était plutôt une boisson qui était tellement épicée qu'elle permettait de rentrer en contact avec les dieux. On faisait même boire du chocolat très chaud à l'époque des Aztèques et des Mayas aux condamnés, ceux qui allaient être sacrifiés en fait. Quand les conquistadors espagnols sont arrivés sur le continent américain, ils ont été pris pour Quetzalcoatl, c'est-à-dire le serpent à plumes, puisqu'en partant, il avait dit dans la mythologie aztèque, je reviendrai dans un habit de lumière. Et eux, ils débarquent avec des armures. Forcément, il y a eu une erreur d'interprétation au niveau des Aztèques et des Mayas à l'époque. Ils les ont pris pour des dieux et ils leur ont donné ce qu'ils avaient de plus sacré. Et pour eux, ce qui était plus sacré, c'était pas l'or que recherchaient les conquistadors, c'était le chocolat. Et d'ailleurs, Christophe Colomb est revenu lors de son 2e ou 3e voyage avec une cargaison de chocolat et il s'est dit, ils sont foutus de ma gueule, ils m'ont foutu des crottes de chèvre, enfin des excréments d'aliments dans des sacs. Mais ce chocolat arrive en Europe, il est très mal perçu parce que il échauffe l'esprit. Tout ce qui échauffe l'esprit, il faut savoir qu'on est on sort de l'Inquisition, donc la religion catholique est surtout en Espagne et en Italie chez les Vénitiens est très très forte, et on est vraiment ancré là-dedans. Les moines cisterciens avaient hiérarchisé les aliments en fonction ils leur avaient donné des grades en fait, en fonction de leur statut naturel. Si tu pousses sous terre, t'es proche de l'enfer. Si tu pousses dans le ciel comme des pommes, t'es proche du Seigneur. Donc tout ça c'était très hiérarchisé, mais aussi en fonction de la force de caractère du goût et aussi en fonction de la couleur. Le chocolat est noir. Noir, c'est le symbole du diable en fait. Donc le chocolat a toujours été très très mal vu et il a tout de suite eu cette relation à l'aphrodisiaque très très fort. Et donc il avait cette réputation. Et Madame de Pompadour était la maîtresse de Louis XV. Et Louis XV, je sais pas si vous savez, on est en plein siècle libertin. C'est un show de la braise, le Louis XV. Il a pas plein de MST. Il en avait plein partout. Mais je crois qu'à l'époque c'était monnaie courante. Enfin, c'était un sniper, le gars. Et pour parler poliment. Et Madame de Pompadour, qui était sa favorite, avait des rapports douloureux. Elle n'osait pas le dire à Louis XV. Et pour se donner du cœur à l'ouvrage, elle consommait énormément de chocolat. Voilà comment le chocolat est entré dans les mœurs à la cour de France. Et après, c'est répandu. Mais sachez quand même, je ne sais pas si vous savez, que jusqu'en 1770, le chocolat a été interdit en Suisse. Il a fallu qu'il y ait, sauf erreur, un municipal zurichois qui s'appelait Monsieur Muller ou Monsieur Meyer, je me rappelle plus, qui faisait des voyages à Bruxelles et qui consommait du chocolat là-bas. Il se dit, mais c'est complètement absurde. Je mange du chocolat, je saute pas sur la première dame venue. Donc, il a réussi à faire accepter le chocolat qui est arrivé par Zurich en Suisse au XVIIIe siècle. Donc, il y a une longue histoire au travers de ce chocolat qui est parfois sous-estimé. Donc, on a fini par dépasser les Belges alors qu'ils étaient... Ils avaient de l'avance sur nous, du coup. Alors ça, écoute, je suis pas sûr que les Belges diraient la même chose, mais... selon moi. Désolée pour tous les Belges qui mais nous en tout cas, moi, j'en ai fait déjà des cérémonies du cacao. Oui, j'en ai fait des cérémonies du cacao, donc je vois très bien de quoi tu parles. T'as fait ça où? J'ai fait ça ici. Ok. J'ai fait ça ici. Ça consiste en quoi? C'est typiquement ça peut être des chamans ou des personnes qui sont plutôt dans la spiritualité New Age, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas forcément toujours représentatif de la culture ou des traditions païennes d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont ces influences-là, qui reproduisent ici ce genre de cérémonie. Il y a
on peut parler d'ayahuasca, de trucs comme ça, etc. La cérémonie du cacao, c'est pas du tout, c'est pas très hallucinogène. Enfin, il y a pas du tout ce genre de truc. Mais ça consiste à boire effectivement du cacao. Donc c'est pas du tout un petit chocolat chaud tout délicieux. C'est vraiment un goût très fort. Voilà. Et ensuite c'est plusieurs heures de méditation. Voilà. Ok. Mais chimiquement, il y a quelque chose qui produit avec le chocolat ou magnésium peut-être, mais je pense plutôt que c'est la chaleur, c'est le goût qui est doucereux, amer comme ça, c'est ce contraste et la couleur. Et on vit dans un monde qui est quand même aseptisé, qui est quand même très très libéralisé, mais à cette époque-là, on était quand même dans des carcans religieux, philosophiques qui étaient quand même assez forts. Et je pense que le chocolat avait toute sa place là-dedans en termes de restrictions, parce qu'il remplissait toutes les cases, quoi. Et mis à part le chocolat qu'on consomme en quantité massive en Suisse, c'est pas pour autant, j'ai l'impression qu'on est plus actif que d'autres, mais qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme aliment aphrodisiaque? Tu as toute la liste complète, il me semble. Ouais, alors il y en a plein. Je dis ça pour meubler en attendant que je mette mes lunettes, n'est-ce pas? Il y a le ginseng, qui est une plante originaire d'Asie du Nord-Est, dont la racine est réputée pour ses vertus aphrodisiaques. Mais on est toujours dans allez, je vais faire mon chimiste là, dans mon physicien, mais dans le vasodilatateur, c'est-à-dire ça excite la circulation sanguine et puis de ce fait ça peut aider. Voilà. Donc on a les huîtres, j'en ai parlé. On a le clou de girofle, j'en ai parlé aussi. Il y a la cannelle. La cannelle a été longtemps aussi, surtout au Moyen Âge, un aliment aphrodisiaque. Est-ce que c'est peut-être parce que sa forme de tige peut faire penser à un phallus, j'en sais rien. Le safran aussi. Le safran a des vertus aphrodisiaques comparables à ceux des hormones chez la femme, donc il a une grande teneur en phytostérol et qui a des effets comparables, comme je disais, aux hormones de la femme. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on a encore comme aliment aphrodisiaque? On va faire une petite coupure, car je n'ai rien. Non, oui. La truffe. La truffe. Mais tout ça, tout ce que ces trucs-là ont en commun, c'est que c'est vraiment très fort en goût et en odeur. Et souvent très cher, ne l'oublions pas. J'arrive à la truffe noire, la truffe qui est secrète. C'est quand même quelque chose que on n'arrive pas à faire pousser, enfin très très mal. Longtemps on a cru que c'était le diable qui envoyait des éclairs et que les truffes poussaient là où les éclairs, où la foudre tombait. Il y a toute cette mythologie autour de ça. Et puis en plus de ça, la truffe, alors on la trouve avec les chiens, mais on la trouve aussi avec les veras. Je sais pas si vous savez ce que c'est que les veras. Les veras, ce sont des cochons qui sont pas castrés. Et pourquoi ça? Je vais vous raconter un truc qui est pas très très glamour, mais c'est la vérité. La truffe dégage des arômes, des molécules aromatiques qui sont très volatiles et qui sont très semblables aux hormones diffusées par la truie en chaleur. Donc c'est pour ça qu'on utilise des veras. Voilà. Wow. La prochaine fois que je suis devant mon plat de pâte à la truffe, c'est ça. je vais penser à la truie en chaleur en moi. Mais elles sont déjà dans ton plat, les trucs, il n'y a pas besoin de les trouver. N'importe quoi. Ok. Et donc, du coup, si tu devais préparer un plat aphrodisiaque, tu utiliserais quoi comme ingrédient? Ou un menu. Ouais, un menu. Un menu aphrodisiaque. Coloré, j'utiliserai du rouge. Les couleurs ont aussi beaucoup d'importance. La forme dans l'assiette a beaucoup d'importance. Ouais. On sous-estime la contradiction dans les textures aussi, parce que tu manges quelque chose de mou, mais il y a du croustillant derrière. Indirectement, ça te prend. Et puis, pour répondre à ta question, donc, je mettrai du rouge parce que le rouge est un excitant. Moi, j'ai déjà fait expérience à l'école hôtelière, pas au niveau aphrodisiaque, bien sûr, mais quand j'étais prof à l'école hôtelière, je mettais mes étudiants sous pression, comme ça, un petit moment, et après, je leur disais, allez me chercher un légume au frigo. Ils ramenaient tous des tomates. Pour dire que c'est incroyable. Après, tes zen, ils vont tous te ramener un truc vert. D'autant plus que la tomate est un fruit. Ouais. En plus. Donc, zéro pointé. Non, un légume-fruit. Oui. Voilà. C'est encore différent. Ça comme l'avocat, c'est aussi un légume-fruit ou c'est un... Non, ça c'est un fruit. Ça c'est un fruit. Quoi l'avocat, c'est un fruit-fruit. L'avocat, c'est un fruit, ouais. Et il y a quoi d'autre qui est légume-fruit? Aucune idée. Poivron, concombre. Courge. Tout ça, c'est considéré comme des légumes-fruits. Parce qu'on savait pas décider. Parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a en... Tu peux faire de la confiture. La confiture de courge, c'est super bon. Ah. La confiture de tomate aussi, c'est très bon. La confiture de concombre? J'ai pas testé. Non, ça a l'air dégueu. Vraiment dégueulasse. Par contre, ça peut être excitant, d'où la forme. Ouais.
Ah oui, tout est envisageable. Ok, très bien. Où en étions-nous? Donc, je lui demandais le menu. Le menu, exactement. Le menu. Alors, coloré, je mettrai du poisson. Ouais. Okay. Parce qu'il y a ce côté frais qui est très intéressant. Il faudrait de la rondeur, donc un beurre blanc, mais légèrement acidulé pour avoir une contradiction dans les textures. Il faut qu'il y ait le doux, qu'il y ait l'excitant à côté. Et puis, il faut une ambiance. Je veux dire, je ferais pas ça en takeaway dans un trolleybus. Je veux dire. Ah non, mais genre, tu as un date, et puis tu vas accueillir une personne chez toi. Attends, je vais vraiment t'expliquer. Le date, c'est un rendez-vous. Non, j'ai bien compris. Je sais que je vais partie du Crétacé supérieur, mais quand même. Ouais, parce que je t'ai vu sourciller quand on a parlé de emoji aubergine. Alors, emoji, ouais, là, j'étais un peu perdu, j'avoue. Je sais même pas le répéter, ce mot. Mais pour revenir à ta question, donc voilà. Et puis, pas des grosses portions, parce que des grosses portions, ben après, ça te cale. La personne, tu vois, quand elle a la paupière qui commence à vaciller, tu te dis, bon, ben voilà, on va regarder la télé finalement. Et puis, l'ambiance, moi je trouve que l'ambiance est super importante, quoi. Vraiment. Lumière tamisée. Ouais. Shabadabada. Et puis la voix. Et puisque c'est vrai que peut-être le fait qu'Esther parle, ça me fait penser à ça. Tu commences à dire, tu hurles sur la personne. J'ai failli avoir peur. Ça va pas le faire. Mais peut-être que si t'as une voix, si t'es posé, si t'es respectueux, si t'es tendre, toutes ces choses-là font qu'il y a une ambiance, quoi. Je veux dire, après, il se passe ce qui se passera ou ce qui se passera pas. Et mais après, on fait un petit peu d'effeuillage. Voilà. Et après, ça peut inciter à l'effeuillage. Ah, tu vas d'abord voir. Mais moi, je voulais que tu me donnes des idées, entrée, plat, dessert, aussi pour que les auditeuristes aient un petit aperçu de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme Alors, menu. une entrée froide avec des couleurs, des légumes, beaucoup de légumes, qui pourraient donner la forme aussi, rappeler la forme, avoir quelque chose de frais dans la bouche. Après, un poisson, comme je le disais avant, avec un petit beurre blanc peut-être, du riz vénéré, parce qu'il y a cette couleur noire comme ça, et puis un autre légume à côté, puis en dessert bien sûr du chocolat. Avec des fraises. Et du piment. Le piment, c'est aphrodisiaque. Moi, je suis très sensible à la fève tonka. Alors moi, la fève tonka, par contre, ça me fait partir en courant, quoi. Ah ouais? Donc tout ça, c'est subjectif. C'est marrant parce que moi, enfin, c'est pas le goût, mais l'odeur. L'odeur, mais me. Oui, c'est très vanillé, c'est très. Ouais. C'est bon ça. J'aime beaucoup ça. Vous qui nous écoutez, on vous donnera les coordonnées d'Esther hors antenne. 079, bip. Sarah, elle demandait si le piment faisait partie peut-être des aliments aphrodisiaques. Oui, c'est un excitant. Après, est-ce que ça a vraiment des vertus aphrodisiaques? Je ne pense pas, mais c'est un excitant. Faire attention parce que j'ai aussi, pareil, on peut aussi parler de choses très crues. J'ai en mémoire l'expérience d'une amie qui me disait qu'un soir elle a mangé très très épicé avec son amoureux, surtout lui, et après ils sont partis faire l'amour et elle dit que au bout d'un moment il lui a fait comment on appelle ça, un cunilingus, et elle dit 2 minutes après j'étais vite aux toilettes et je me suis passé à cause du piment. Ouais, c'était insupportable. Il paraît qu'elle en pouvait plus, ça lui a coupé la soirée, quoi. Donc faites attention comme c'est quand même, messieurs et mesdames. Et lavez-vous les mains. Et mesdames, parce que et vous lavez-vous les mains, ouais. Et lavez-vous les mains parce que c'est bien beau. Tu lui prépares un beau petit repas, tu coupes ton petit piment. Et après. Et moi, je sais qu'à l'école hôtelière, quand j'étais enseignant, qu'on faisait des piments très très forts pour les banquets, je demandais toujours aux étudiants de mettre 2 paires de gants, l'une sur l'autre, de surtout pas se toucher les yeux et de pas faire attention quand ils allaient aux toilettes après. Moi, j'ai vu 2 étudiantes sortir des toilettes. Je peux dire qu'elles dansaient la rumba sans musique, dans la cuisine, et elles étaient pas à l'aise, ça peut être très très douloureux très rapidement. Ouais. Bon. Attention, tu vois, on a un podcast de prévention aussi. On a prévention, le petit guide de survivor des aliments aphrodisiaques. Il faut quand même y penser, en fait. C'est vrai que. Ouais. Et en tout cas, on va penser à un menu qu'on vous postera, tiens, sur les réseaux. Si ça vous intéresse, vous avez qu'à commenter Tamara en cuisine. Sous le post. Parce que pour une fois, c'est pas toi qui vas cuisiner. Ah, moi, je supervise. Ce sera beaucoup plus drôle. Ah, très bien. On parlait d'ambiance. Très importante, de poser sa voix. Est-ce que Esther, tu voudrais nous faire une démonstration de comment on pose sa voix pour envoûter quelqu'un lors d'un repas, par exemple? Ok. Alors, je vais commencer par Edmond Rostand et puis une scène de Cyrano. Avec plaisir. Baiser, le mot est doux.
Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas un épouvantement. N'avez-vous pas tantôt presque insensiblement quitté le badinage et glissé sans alarme, du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissez encore un peu d'insensible façon, des larmes au baiser, il n'y a qu'un frisson. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près, une promesse plus précise, un aveu qui veut se confirmer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille, un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres l'âme. Bravo, merci. C'est beau. Ok, qu'est-ce qu'on mange? On est dans le soft. Hein. Je crois que Esther nous a prévu quelque chose de beaucoup plus pointu après. Beaucoup plus corsé, pointu, c'est beaucoup le cas de le plus dire. chocolaté, on peut dire. Voilà. Je répète, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Est-ce que le champagne, c'est aphrodisiaque en soi? C'est un excitant. Bon, c'est là ta réponse à tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que le champagne, je crois qu'il y a le côté prestigieux, le côté cher, le côté... On revient à Madame de Pompadour à nouveau. Madame de Pompadour qui était une grande consommatrice de champagne, qui était d'ailleurs une erreur à l'origine. Hein. C'est les Anglais qui consommaient du champagne et donc les Français n'en consommaient pas, même s'ils le fabriquaient. Mais parce que les Anglais en consommaient, eux-mêmes n'en consommaient pas. Puis c'est Madame de Pompadour qui l'a introduit à la cour de France parce qu'elle adorait ça. Et d'ailleurs, on dit que la coupe de champagne aurait été moulée, ça, bien évidemment, c'est la légende, aurait été moulée sur le sein de Madame de Pompadour. Oh là là. Et la flûte? C'était la flûte a été moulée sur... Pas mal, vraiment pas mal. Louis XV. Louis XV lui-même. Ok. Sinon, une idée, à part un thé au gingembre, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait consommer? L'absinthe a sûrement des vertus aphrodisiaques. Ça dépend. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense qu'un bon vin, un vin charpenté, un vin qui te fait voyager, un vin qui te pose et qui t'emmène dans des arômes, ça peut être quelque chose de génial. En même temps que je dis ça, vous avez vu que ma voix a hésité parce que j'étais en train de partir sur le poivre. Moi, je suis un grand amateur de poivre. J'adore le poivre de Kampot au Cambodge. Au Cambodge, il y a le poivre de Pondichéry aussi, le poivre de Guinée, qui sont des poivres extraordinaires. Et je vous recommande vraiment, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure, achetez de la maniguette. La maniguette ou la graine de paradis, qui est le poivre qu'on utilisait couramment au Moyen-Âge. Et c'est un poivre qui est incroyable. Et déjà, ça ressemble à une graine de sarrasin. Vous croquez dedans. Et quand vous croquez dedans, vous avez de la cardamome qui arrive. Il y a de la cannelle. Il y a toutes sortes de choses. C'est absolument extraordinaire. Et ça n'agresse pas comme certains poivres plus ou moins industriels qu'on peut avoir maintenant. Mais le poivre de Compote. Mais là, je commence à me sortir de la question. Dans ma réponse, on revient au vin. Moi, je pense qu'un vin bien rond. Alors après, on peut penser aussi à ces vins un peu doux, hein, comme un Sauterne, un truc comme ça, qui peuvent amener aussi ce côté un peu rassurant, parce que le côté sucré rassure, apaise. Bon, après, je pense que du moment qu'il y a de l'alcool sur la table, quelque chose de désinhibant, c'est ça fait le taf. Hein. Bon, après, je vous dis pas de prendre une métisse. Ça ne devient pas forcément aphrodisiaque et érotique. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça dépend de la réaction de la personne qui a bu. Ouais. Si elle commence à avoir les yeux qui tournent, louchés ou... Non, mais parfois, l'alcool, ça a aussi un effet plus vulgaire, quoi. Enfin, moi, quand j'entends aphrodisiaque, je m'imagine tout ce qu'on s'est dit, là. Une ambiance, un truc intimiste, de la séduction, etc. Pas deux bourrés qui... Ouais, disons que tu vois plus un mec en train de décanter un grand vin rouge ou comme ça, plutôt qu'un gars qui te fait un ginto. Voilà. Oui, ou qui sort sa canette d'Heineken. Par exemple. Elle est pas fraîche. Hein. Non, c'est clair. Quand on aborde le sujet d'un menu aphrodisiaque, d'une soirée aphrodisiaque réussie, on en vient aussi après à l'effeuillage. Est-ce que Violetta, t'as envie d'entrer en scène pour nous expliquer un peu plus les dessous de ton art? Oui, alors je pense que dans le cadre d'un repas
en amoureux, avec des aliments aphrodisiaques, avec du champagne, avec du vin. On peut tout à fait imaginer un numéro, on va dire, d'effeuillage, donc de séduction, lié, avec un côté c'est très sensuel. On va s'effeuiller, donc on va enlever les couches, on va beaucoup teaser, donc on va pas arriver et hop se déshabiller. On va vraiment dire regarde, là je vais enlever un petit peu, je vais te montrer mon poignet, je vais retirer ma manche, je vais retirer mon peignoir, il y a moyen de faire un numéro donc à son amoureux et que ça prenne du temps et peut-être pourquoi pas le faire au fil du repas, un habit après un plat, après un verre, après le dessert et après le dessert arrivera ce qui peut arriver. J'ai une petite anecdote sur l'effeuillage. Parce que il fut un temps, mon premier métier c'est esthéticienne, donc pas tout le monde le sait, maintenant vous le savez. Et je travaillais à l'époque dans un salon de beauté pas loin d'ici, on va dire, à Morges. En fait, on s'en fout, on va dire, ce que c'était. Et je travaillais pour, je pense, le seul esthéticien de la région lémanique à l'époque, qui était quand même pas mal touché, quoi. On va dire, il n'était pas tout le temps présent pour les clientes, etc. Donc, c'était un peu la galère. Donc, on était tous très soudés dans l'institut, avec les coiffeuses qui étaient là, les autres esthéticiennes. J'avais fini mon apprentissage là-bas et j'ai travaillé encore 1 an après. Et un jour, il s'est dit que ça serait une bonne idée qu'on fasse tous ensemble un workshop d'effeuillage. Donc, lui et nous. Et en fait, on était, on s'est pris au jeu et c'était vraiment très marrant. Et on a tiré au sort des animaux. Donc, est-ce que c'est un truc que vous faites en initiation? On a tiré au sort des animaux et il fallait devant ses collègues, s'effeuiller. Sur le thème d'un animal, donc il y avait la panthère, le lion ou la lionne. En général, c'est très félin. Voilà, le serpent, des trucs comme ça. Et je veux savoir si c'est vraiment quelque chose au travers duquel tu peux trouver ton inspiration, genre la vie sauvage, la faune, la flore, j'en sais rien, ou si c'était complètement inventé par... Alors, je pense que c'est très intéressant comme exercice. Okay. Mais c'est vrai que c'est souvent, les félins, on parle de la catwalk, quand on veut marcher avec les hanches qui balancent. Donc oui, il y a toujours un côté très félin. Alors après, je sais pas les autres animaux qui ont été proposés, j'ose pas trop imaginer, mais... je m'en souviens pas, je me souviens seulement. Mais on a la vidéo, alors. Ça aurait pu être marrant parce que si j'avais une vidéo, je vous aurais montré avec plaisir, mais j'en avais pas. Mais je trouve que c'est très audacieux comme approche. Comme activité. Avec son boss. Vous, c'était un homme. Oui, très homosexuel. Ah, d'accord. Il n'était pas du tout intéressé par nous. Il était intéressé par ses feuillets aussi. Ok. Ouais. Ah, ok. Ouais. Non, ça avait rien c'est bien de le préciser, parce que sinon ça fait un petit peu non, ça n'avait absolument rien de... prédateur. Ça n'avait absolument rien de pervers. Simplement, c'est très drôle, je trouve, de vouloir faire ça avec ses employés. Avec ses employés, mais moi, j'ai une question à Violetta, puis à toi aussi peut-être. Le fait de s'effeuiller, on pense toujours que c'est un présent qu'on offre à celui qui regarde, mais est-ce que soi-même, ça procure un certain plaisir? Je veux dire, est-ce que ça procure de la gêne? Est-ce que ça a aussi peut-être quelque part des vertus aphrodisiaques? Je sais pas, je me pose la question. Je me suis jamais effeuillé, moi. Alors, tu devrais essayer tous les soirs quand tu arrives chez toi. Okay. Je pense que ça fait beaucoup de bien à l'estime, en fait. Voilà, de se dire, oui, c'est vrai, on se caresse, on se touche, voilà, c'est mon corps, c'est le mien, je le trouve beau, je vais le dévoiler petit à petit, je vais le dévoiler, par étapes, je vais teaser, comme on dit, et je pense que c'est déjà très agréable de le faire à soi-même. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'effeuillage, on pense toujours aux femmes qui font le striptease. Moi, une fois, à mon anniversaire, j'ai eu mon compagnon qui m'a fait un striptease et franchement, c'était très sympa. Et la discipline, elle existe professionnellement, ça s'appelle du boylesque. Du boylesque? Ah, moi, je connaissais pas. Je connaissais pas non plus. Mais c'était très sympa. Je veux dire, c'était sympa, c'était rigolo, ou c'était sympa, ça t'a fait de l'effet? Ah, les deux?
Ah ouais Oui, il était Ah ouais mignon en plus. Ok, Il donc était c'était mignon. vraiment un acte. C'était D'ailleurs, pas une Vip, impro. Je te salue si tu m'écoutes. Moi, je trouve ça top parce que c'est un peu contraire aux stéréotypes masculins, etc. Donc de faire ça avec sérieux, même si c'est un peu fun, parce que ça, c'est aussi, on peut aussi s'amuser dans le couple, on peut aussi rire, et rire, c'est aussi érotique. Enfin, je veux dire, une femme qui rit à moitié dans son lit, non, c'est pas ça qu'on dit? Ah ouais, ok. Donc, Par contre, homme qui rit, vite on s'enfuit. Hein. bon, je la connaissais pas celle-là, Pardon, mais... c'est une tirade du spectacle que j'ai avec Nathalie. Où elle dit, ouais, je lui dis, ouais, mais comique, c'est bien. Enfin, le spectacle, le chef, c'est moi, non, c'est moi, on se prend la tête. Relation homme-femme sur scène. Et puis, là, je fais un peu mon teaser, mais, et puis elle dit, ouais, toi, t'as de la chance parce que, t'es cuisinier. Quand t'es cuisinier, ça aide. Enfin, c'est, voilà. Et puis moi, elle me dit, la cuisine est le chemin le plus direct pour aller à la chambre. Et je lui dis, non, en fait, les humoristes comme toi, parce qu'elle est humoriste, je lui dis, c'est quand même pas mal parce que on dit femme qui rit et femme à moitié dans ton lit. Et puis elle dit oui, pour les femmes ça marche, mais pour les hommes, quand tu te déshabilles et que tu vois l'homme rire, en général c'est que c'est mal parti. Mais c'est un spectacle d'humour, hein, je répète. C'est vrai. C'est un spectacle d'humour parce que là, à ce moment-là, elle envie un peu la situation de l'homme qui est parfois beaucoup plus sympa, enfin facile que pour les femmes, qui se posent trop de questions. Voilà. Ok, très bien, très bien. Mais du coup, pour en revenir à l'effeuillage, t'as dû faire une école, quelque chose, une formation là-dedans? Alors oui, tout à fait. Je suis des cours encore aujourd'hui chez Secret Follies, qui est donc une école qui est sur Genève, Lausanne et Neuchâtel. Et il y a plusieurs disciplines. Il n'y a pas que l'effeuillage burlesque. Il y a du cabaret. Il y a, enfin voilà, il y a. C'est quoi la différence cabaret effeuillage burlesque? Alors un effeuillage burlesque, on s'effeuille. C'est vraiment ça. Donc on va se déshabiller, on va enlever des accessoires, des habits. Enfin, alors ça peut, comme c'est très créatif, les numéros, voilà, peuvent raconter à peu près tout et n'importe quoi. Donc des fois, on n'effeuille pas forcément des habits, on effeuille des accessoires ou autre chose. Okay. Mais le cabaret, souvent, c'est une chorégraphie où on arrive avec un costume, on fait notre chorégraphie et on repart comme on est arrivé. Ouais. Ok. Et l'effeuillage, c'est jusqu'au nu intégral ou? Ah, pas forcément. Oh, pas forcément. C'est selon l'artiste et. Ça peut arriver, tout à fait. Ah ouais? Oui. Okay. En règle générale, quand même, on s'arrête aux nippies et au cache-sexe. Ok. Mais j'avais envie de dire, c'est peut-être des fois tout aussi excitant de pas tout effeuiller en fait. Ah ben, bien sûr, les subjectifs. Oui, on peut faire des numéros aussi à l'envers, c'est-à-dire arriver pas très habillé et se rhabiller au fur et à mesure. Alors comment on appellerait ça? Du feuillage. De l'enfeuillage. Du feuillage. Grand-mère feuillage. Du remballage. On a la même. On parle des feuillages et feuilles, ça me fait penser à livre. Ça me fait penser peut-être à la littérature érotique. On en est où avec ça? Est-ce que c'est un domaine qui a vraiment sa place maintenant? Oh oui. D'ailleurs, il y a à Lausanne une librairie qui s'appelle Humus, qui est Humus? Oui, Humus. Okay. Et qui a le plus grand fonds européen de littérature érotique. Oh wow. Ouais. Et est-ce que tu as lu les livres de Marlène Schiappa, la politicienne française qui écrit des livres érotiques? Alors non, j'avoue que c'est gros, je n'ai pas eu petit scandale à la d'accord. française, qui était la ministre de l'égalité et qui écrivait qui a en fait une grosse obsession pour les mecs de cité dans ses D'ailleurs, il avait posé pour Playboy. Ouais, je crois. Ouais. Et dans ses livres, elle avait un pseudonyme et elle s'est fait. Enfin, voilà, on l'a trouvée. Donc, elle s'est fait trouver. La rue l'a démasquée. Et elle a une grosse obsession pour les mecs de cité. Elle a écrit des trucs érotiques sur des filles bourges qui sortent avec des mecs de cité. Elle aime les mauvais garçons. Ouais, Bad boy. c'est ce qu'elle aime, apparemment. Est-ce que, je vais être très bateau, parce que moi je m'y connais pas forcément en lecture érotique, mais est-ce que 50 Shades of Grey, toute cette, c'est une trilogie, c'est quoi? C'est une saga? C'est une trilogie, ouais. Mais ça c'est considéré comme des lectures érotiques ou pas? Ou un roman plutôt? Oui, c'est un roman érotique pour les ménagères de plus de 45 ans. Wow, ça dénonce. Ça fait mal ça, parce que moi j'ai
J'ai lu ça, j'avais 25 ans. Bah, moi, j'allais dire, ouais, franchement, autour de moi, j'ai pas lu, sage. mais il y a beaucoup de nanas qui ont adoré. Oui, d'ailleurs, ça fait exploser les ventes de menottes et de cravaches. J'en ai dans certains commerces. Bien sûr. Bah, on a un copain qui est à KissKiss.ch qui nous a dit que les éditions 50 Shades of Grey, il y a des coffrets, des des trucs comme ça, ouais. des trucs, bah, ça fonctionnait bien, quoi. Mais du coup, c'est quoi là? Ça serait quoi la différence entre un livre de type 50 Shades et ce que toi tu écris, par exemple? C'est beaucoup plus cru, c'est beaucoup... Bon, moi, ce que j'écris, c'est plutôt de la poésie érotique. Donc, mais c'est très... je peux avoir des mots très crus, hein, comme je peux écrire pratiquement un haïku avec un texte presque musical, où les choses sont à peine effleurées, à vous de les imaginer, mais je peux être très très direct aussi. Est-ce que tu nous feras un extrait après? De mes textes, oui, si on a le temps, mais c'était prévu que je livre un texte. Le texte de Yasmine Char, qui est une auteure, on peut dire lausannoise, qui écrit des très beaux livres, et on a pris un extrait avec son autorisation, et Yasmine, si elle nous écoute, on l'embrasse, d'un livre qui s'appelle À deux doigts. À deux doigts. Voilà, et la scène se passe dans un restaurant lausannois. Ah, en plus c'est localisé chez nous, trop bien. Quel restaurant? Alors là, dans l'extrait que j'ai reçu, il n'est pas nommé, mais très bien. Voilà. C'est libre part à l'imagination. Ah, ok, dans très votre bien. restaurant préféré. Je vous propose qu'on écoute le récit et que derrière on essaie de se dire où est-ce qu'on imaginerait cette scène. Ah ouais, c'est désolé. Il découvre avec autant de ravissement que ses cheveux tombent jusqu'aux reins, qu'un grain de beauté en cache un autre, que ses attaches sont fines, qu'elle n'a pas les fesses pointues. Satisfait de ce constat mutuel et muet, il décide de manger. La description du repas est fastidieuse. L'important, c'est l'instant où il décide de la reprendre sur ses genoux. Il étale sa jupe en corolle. C'est délicat cette manière de ne pas vouloir froisser le tissu, ou intentionnel. Ses fesses reposent à présent nues sur le pantalon. Elle a un peu bu. Quand elle a un peu bu, elle imagine que ce serait très jouissif de manger avec une bite plantée dans son sexe qui lui donnerait des ordres. Bois, un coup. Mange, un autre. Bois, encore un coup. Lorsque le vin lui chauffe l'estomac, cette femme devient totalement impudique, en pensée seulement. L'apparence est sauve, excepté les yeux qui brillent, bouffés par la rage de se faire mettre. L'homme, le baiser de tout Lausanne et environ, est sur le point de tomber dans le piège. De ce corps immobile, des mains froides, des paupières baissées, il se penche inquiet et reçoit de plein fouet la chaleur de cette femelle, qui appelle le mâle, n'importe lequel, pourvu qu'on la couve. Il l'entraîne sur la banquette qui vient de se libérer. Dans un brouhaha de conversation, le bistrot est plein de Suisses qui vont dormir à l'heure de dormir, qui parlent plus qu'ils ne jouissent. Mais les Suisses détiennent-ils la palme? Il soulève ses pétales de tissu et l'assied sur sa queue, là où elle doit être. Il commande un café, elle pousse un soupir de soulagement. Tout en haut de l'unijambiste continue d'admirer le lever du soleil. Sur nos monts, rose est le lac placide. Elle est le frêle esquif qui plane au-dessus de l'eau vers le soleil éblouissant. L'aurore est boréale, le plaisir n'a pas de nom. Elle chavire. Plus tard, ils sont sortis du bistrot. Elle est très reconnaissante. Elle voudrait lui prendre la main. Le voyant rouge s'allume. C'est zone interdite, réservée aux légitimes. Elle trouve un compromis. Elle marche en se frottant contre lui, comme pour le bousculer d'être entré si brutalement dans sa vie. Il suggère « Je vous raccompagne ». Ce n'est pas la peine. Elle s'engouffre dans le taxi. Il tourne le dos et s'éloigne. Il ne m'aime pas, réagit son cerveau. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. La gare, s'il vous plaît, monsieur le chauffeur. Puis il imagine le froid, le train, une demi-heure de trajet, le froid et la maison. Waouh. Bravo. Bravo. Merci. Désolée, moi j'ai bugué sur le femelle et le mâle qui veut la couver. À partir de là, j'ai bugué. En tout cas, il fait un peu plus chaud. Ouais, c'est vrai. C'est un effet immédiat. Hein.
Franchement, très impressionnant. Merci beaucoup. C'est vrai que Ta voix est incroyable. 50 Shades. Non, mais sa voix est incroyable. Quand elle pose Oui, c'est le vrai. texte, enfin sa voix sur le texte, c'est waouh, très envoûtant. J'ai des amis qui m'appellent Fanny Ardente quand je lis. Est-ce que tu as déjà pensé à, tu sais, il y a le porno audio? Tu as déjà pensé à prêter ta voix il y a Vox. Ouais, je sais pas. Ouais, j'aimerais bien faire cet Vox, exercice. ils font du porno audio et je sais qu'ils cherchent tout le temps des gens Ah, ok. qui Écoute, poseraient si leur t'as- voix si t'as et les tout. coordonnées, Ouais, pourquoi pas. je t'enverrai, enfin, Mhm. je te peut être montrerai rigolo. leur compte. Je sais qu'ils sont. Alors, très volontiers. J'ai vu plusieurs fois des trucs passer, comme quoi ils cherchaient des personnes qui avaient envie de poser leur voix et des hommes aussi, d'ailleurs, parce que souvent c'est des femmes qui le font et ils cherchent aussi des hommes parce qu'il y a différents textes avec des dialogues ou voilà. Des fois c'est que une voix qui se parle à elle-même, et parfois c'est des dialogues entre hommes, femmes ou je sais pas s'il y a je sais pas si sur Vox il y a aussi du porno gay, mais je pense que oui. J'ai pas exploré tout leur contenu, mais Ah, bah, j'ai jamais testé. Mais on y moi je manquera trouve pas. ça hyper sympa pour les personnes qui aiment pas le porno, enfin qui sont pas forcément axés porno, mais qui cherchent un truc justement pour un peu érotique, pour Oui, et puis c'est plus... Pour imaginer un peu pour plus. imaginer, pour faire Voilà, c'est plus sapiosexuel, au fait. exactement, Voilà, exactement. c'est plus, Et même à écouter, c'est assez doux. Malgré des mots qui peuvent être crus comme Beat. là, c'est comme beat, comme tout ça, mais c'est plutôt doux à écouter, que c'est pas trop vulgaire, quoi. Est-ce que vous êtes projeté et avez imaginé un peu le lieu pendant qu'elle faisait la lecture ou pas? Moi j'ai imaginé genre comment il s'appelle ce café sous la gare là? Le Simplon? Non, Le café de Grancy? Café Grancy, ouais. Café de Grancy, ok. Ouais, genre décor. Bah un peu trop ouvert pour moi, mais moi j'avais direct en tête la brasserie Grand Chêne du Lausanne Palace. Oui, avec Un les peu banquettes, sombre comme justement. ça, avec les banquettes, etc. Et pourquoi pas après, au lieu de la raccompagner, l'emmener dans une chambre. Libre à vous d'imaginer la Ouais, suite. tu vois, t'as tout de suite un truc très haut de gamme, quoi. Moi, j'étais direct dans le truc. Ah ouais, moi je croyais que tu disais le Tibits, quoi. Le McDo. Ah, j'imaginais le McDo de la gare. Le McDo de la gare, Le stylé. McDo de la gare, tu sais, à l'étage. Ouais, on va se mettre bien. Moi, à partir du moment où elle a parlé du plus grand baiser de Lausanne, moi j'étais en train d'imaginer tous les chiens de la casse que je connais. Moi, franchement, honnêtement, je vais pas dire, j'ai eu une image en tête. Ah oui, c'est J'ai eu horrible. quelqu'un qui m'est venu en tête. Ok. C'est pas positif, hein. Ah, bon. D'accord, bah on le Si, ça salue. doit être lui dont elle parle. Ok, très bien. Et ça, donc, c'est aussi un extrait du spectacle que tu avais eu fait, c'est ça, Café Philippe? A, ou l'histoire des aliments aphrodisiaques au fil des pages, Mhm. avec Apolline. Et le spectacle était basé sur la nourriture, bien sûr, sur le côté aphrodisiaque, Ouais. et aussi sur tout ce qui touche à la sensualité. Et on était sur scène en dualité, c'est-à-dire il y en avait toujours un qui était dans le noir et l'autre qui était dans la lumière. Et puis, Apolline lisait, c'est un de ses textes qu'a superbement lu Esther maintenant. Et puis on avait rajouté les aliments aphrodisiaques et à la fin elle retournait dans le noir et moi je cassais toute l'ambiance en disant vous avez remarqué ce texte, c'est incroyable, non? Et les gens étaient encore tout émoustillés de ce qu'elle venait de lire. Et vous vous rendez compte, elle a dit qu'il y avait du piment dans la pizza. Et puis bien sûr c'était complètement absurde et puis je partais dans le piment et puis je racontais le côté plus scientifique, plus historique autour de l'aliment aphrodisiaque. Voilà. Ok. Il y a une vraie possibilité de concept autour du spectacle, de manger, de s'effeuiller. Bien sûr. Je sais pas. Il y a pour mettre les gens en fait. Je pense comme tu le dis quand t'entends des choses, ça les met en condition, dans des conditions dans lesquelles ils se mettraient peut-être pas tout seuls. Oui, et puis amener des situations incongrues, je veux dire, avec notre projet que nous avons, avec Violetta, moi je fais des conférences sur l'histoire de la gastronomie, donc là on n'est pas du tout, quoique dans le glamour un petit peu, et puis en général il y a un repas, c'est-à-dire que on part dans l'idée qu'il y a 5 services dans le repas, chaque service est présenté de manière historique par moi, où je raconte l'histoire de la période. Donc si on parle de l'Antiquité, je dis ben voilà, l'Antiquité il se passait ça, ça et ça et ça, et avec Violetta on a le projet que on parte de 5 femmes, et ces 5
5 femmes, en fait, chacune d'une période différente. Après, Violetta interprète la personne féminine de cette période-là et interprète une prestation artistique très courte, parce que faut pas non plus que le repas dure 2 ans. Et moi, je trouve que on mélange les genres. C'est-à-dire que là, on a de la gastronomie, on a de la connaissance qui vient historique avec moi, et puis on a une partie d'imagination, de sensualité qui arrive avec Violetta. Et je trouve que c'est bien de mêler toutes ces choses ensemble parce que les gens ont besoin de ça maintenant, clairement. On n'est pas dans la verticalité comme on l'est parfois trop souvent. Mais les gens, ils mangeraient du coup à ce spectacle? Oui, bien sûr. Ouais, c'est repas compris, bien sûr. Moi, je trouve que c'est tellement sous-coté tout ce qui touche au repas spectacle, qui se fait plus trop, et de revenir avec un concept comme ça, en plus avec quelque chose d'un peu érotique, qui parle à tout le monde, qu'on le veuille ou non. C'est bingo. Donc, vous avez déjà une idée de quand? Alors, on avait une date prévue, le 8 mars, mais après, il y a des histoires de rentabilité. Donc voilà, après, il faut que ce soit rentable, donc il faut un nombre minimum de personnes. Mais le spectacle est assez bien avancé. Enfin, je veux dire, on a déjà les 5 héroïnes, donc 5 périodes, l'Antiquité avec, même l'Antiquité avant l'Antiquité avec Aphrodite. Donc là, on est dans la mythologie. Après, l'Antiquité avec Cléopâtre, parce que Cléopâtre était une reine très très sensuelle, qui a eu de nombreux amants, elle aussi, des histoires complètement incongrues avec ses nombreux partenaires. Après, le Moyen-Âge avec Éléonore d'Aquitaine, qui a été aussi quand même, faut le mentionner, une reine qui a eu la particularité d'être reine de France, et puis elle a trouvé que c'était un peu un blaireau son roi, alors elle s'est fait répudier parce qu'à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de divorce, et puis elle est allée vite s'empresser de se marier avec Henri Plantagenet, qui était son adversaire le plus terrible, le roi d'Angleterre. Donc elle a eu quand même 2 maris, elle a eu une descendance qu'elle a beaucoup accompagnée. C'est une femme moderne, j'ai envie de dire. Donc on avait envie de l'interpréter. Après, la Marguerite de Valois, la fameuse reine Margot, femme d'Henri IV, première femme d'Henri IV, qui était cette femme avec une vie quand même un peu dissolue, avec aussi de nombreux amants, qui avait énormément de succès auprès des hommes. Et je dois quand même le mentionner qu'elle était obèse, elle était chauve, elle n'avait qu'une dent. Comme quoi les critères de beauté ont beaucoup changé depuis. Et attends, mais elle était riche. C'est très loin d'Isabelle Adjani qui l'a interprétée tout à cinéma, fait. quand même. Ouais. Mais enfin, là, je parle d'elle sur la fin de sa vie. Pas Isabelle Adjani, mais à Marguerite de Valois, qui a d'ailleurs été notre mascotte avec Dujat dans toutes nos émissions radio sur la première et sur Couleur 3. Et puis après, on voulait passer à Madame de Pompadour, dont j'ai parlé avant, avec toute l'histoire du chocolat et du siècle libertin, parce que ça a quand même été un sacré truc, ce 18e siècle. Et c'est toi, Violetta, qui ferais toutes les dames, ou t'aurais d'autres collègues avec toi? Alors, dans l'idée, on serait 2, effectivement. Ouais. Moi, je suis au taquet pour faire la Pompadour et m'enfiler du champagne et du chocolat. Un peu moins pour avoir qu'une seule dent. Voilà, exactement. Non, dans l'idée, on serait deux effeuilleuses, avec des numéros quand même très différents, mais toujours portés sur la femme, sur l'histoire de chaque femme, et voilà, histoire d'offrir des beaux tableaux. Et de l'époque aussi, parce que on a tendance à croire que dans le passé, c'était très calme et chaste. Je peux te dire que c'était pas du tout le cas, Toi qui as organisé des orgies romaines, j'imagine que ça se finissait pas comme à l'époque. J'espère. J'ai organisé des orgies romaines avec des danseuses du ventre, d'ailleurs, à la fin. J'avais rien dit à personne. C'était dans les arènes d'Avanches. C'était en 2015, sauf erreur. C'était pour le 2000e anniversaire d'Avanticum. Et j'avais fait des orgies. C'était assez surprenant. On s'était fait, d'ailleurs, on était assez étonnés parce qu'on avait prévu 80 personnes environ à chaque repas. Mais 80 personnes, ça veut dire une personne, quand elle mange, elle est à peu près à 80, 1 mètre linéaire, c'est-à-dire qu'elle prend 80 cm de la table. Mais là, quand les gens mangent allongés, on s'est dit qu'on allait devoir prendre toutes les arènes d'Avanches. Et puis, j'avais rien dit à personne parce que au bout d'un moment, il y a ces danseuses magnifiques, je les remercie encore si elles nous écoutent, qui avaient fait un travail superbe et qui étaient venues faire des danses érotiques sur les tables. Parce qu'on oublie souvent que l'Empire romain, c'était l'Empire romain d'Occident, mais c'était aussi l'Empire byzantin qui était très proche des Ottomans et du Proche-Orient et de tout ça. Donc, il y a toute une sensualité aussi dans ces pays-là. Malheureusement, certains vivent pas ça actuellement parce qu'ils sont partis dans la noirceur et dans l'obscurantisme le plus total, mais
mais c'est quand même aussi de ces régions-là qu'est venu l'érotisme beaucoup plus rapidement que chez nous. On était encore des grenouilles de bénitier. Ok. Est-ce qu'il y avait des danseurs aussi à ces orgies ou pas? Non, il n'y avait pas de danseurs, mais il faut savoir que les mœurs étaient très libérées puisque certaines bourgeoises aristocrates romaines se payaient le luxe des services de gladiateurs. Et quand elles avaient... Oui, bien sûr, c'était aussi... Ça, c'est la classe. Ça, moi, j'ai regardé Tamara, elle a fait... Elle a dit, ok, là, tu parles mon langage. Ça y est. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant, tu as un homme qui trompe sa femme. Ouais, bon, ça va. Tu as une femme qui trompe son homme. Là, ça va pas du tout. Mais à l'époque, c'était quand même relativement assez libre. Enfin, je veux dire, d'ailleurs, l'homosexualité était beaucoup plus répandue, beaucoup moins tabou qu'elle ne l'a été plus tard. Et pour revenir à ça, elles se payaient le luxe d'un esclave avec certaines restrictions. Quand même, il fallait pas qu'il lui fasse un enfant. Donc, je pense qu'ils prenaient leurs précautions. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh ben, tu vois, je pense que Tamara, t'as aussi eu un visu Russell Crowe en tête. J'ai adoré. Oui, mais un gladiateur, à mon avis, c'était pas forcément... Disons qu'on aurait été heureux s'il avait toutes ses mains. Enfin, je pense que c'est moins glamour que ce que tu penses. Mais pas forcément. Non, pas forcément. Je dis ça. Ça peut aussi être très beau. Oui, un œil en moins, c'est toujours sexy. Alors. Oui, ça peut. Très bien. Et du coup, Esther, est-ce que tu voulais nous faire part d'un de tes IQ? Yes. IQ. Un texte. Ok, bah alors. Un texte à toi. Le temps très bien. Nous allons meubler pendant ce temps. Je voulais te demander, Philippe, quel est ton actu du coup érotique? Non. Ah oui. Où t'en es? C'est assez calme. Justement. Une petite annonce d'Elysée Moon. Je vous rappelle qu'il parle de ma tante. Alors, du coup, non, je voulais ton actu au niveau spectacle, au niveau, je sais qu'on t'entend le matin sur Couleur 3. Tous les lundis matins, à 7h40 environ sur Couleur 3, dans une chronique qui s'appelle À table, dans l'émission Fuego, avec Renaud de Vargas et Marie Giovanola, que j'embrasse. Et puis, l'idée, c'est de faire découvrir notre patrimoine culinaire suisse à travers son histoire, mais aussi à travers son histoire contemporaine. C'est-à-dire qu'il y a toute une actu, c'est génial. Là, la semaine prochaine, on va faire peut-être la Bénichon. On va parler de cette moutarde de Bénichon, on va parler de toutes ces choses. C'est quand même étrange que ces fribourgeois aient pu avoir des épices si chères et si rares il y a si longtemps. Et puis, 2 spectacles qui tournent. Donc, ça commence là, c'est la rentrée. Donc là, je suis pied au plancher. Je t'avoue que j'ai de la peine à suivre. Un spectacle qui s'appelle Le chef c'est moi, non c'est moi, avec Nathalie Devanté, où c'est une sorte de duel de joute sportive entre la relation homme et femme. Et puis elle, Nathalie, règle ses comptes avec la jante masculine avec un humour incroyable, une très belle écriture. Et puis moi, je reste dans mon dicaster, c'est-à-dire je m'en fous de ses attaques, je reste dans mon histoire de la gastronomie, mais à la fin quand même, elle prend un bon retour de manivelle. Donc un spectacle à voir jusqu'au bout. Okay. Et puis un deuxième spectacle qui s'appelle Bon Appétit, 3 points de suspension, où là je suis seul en scène pendant 1h15 environ. Et je serai le 10 octobre, je sais pas si ce sera passé à ce moment-là. Oui, possible. On est encore dans les clous, le 10 ou 11 octobre, je sais plus, je serai à Mozart à Payerne avec une très belle première partie puisque j'ai ma nièce qui va venir de Paris, qui fait le cours Florent et qui est auteur-interprète, compositrice et qui va faire la première partie. Et ce spectacle Bon Appétit, 3 points de suspension, c'est une satire humoristique de notre manière de consommer et de s'alimenter. Avec, je l'espère, de l'humour, il y a des moments très sombres, puis il y a beaucoup d'émotions, parce que l'idée c'est ça, c'est de vous embarquer dans mon monde, qui est un monde de sensations et de respect de soi-même surtout. Ouais. Et puis après, des podcasts avec toi, mon cher Lulu, et puis encore plein d'autres choses, des conférences, beaucoup de conférences, et puis j'en oublie certainement. Alors, pour avoir vu le spectacle, et Sarah aussi y a assisté, elle est venue avec moi une fois te voir. Juste. Je vous le recommande, on apprend plein de choses et on change beaucoup d'habitudes alimentaires après avoir écouté son Mais l'idée spectacle. c'est pas culpabiliser, l'idée c'est d'appuyer où ça fait mal, de se moquer de nous en fait, enfin de rire de nous parce qu'on a tous des travers, moi aussi j'ai aussi des travers alimentaires, mais et puis d'expliquer et d'expliciter notre alimentation. Je crois qu'on en a bien besoin parce qu'on est inondé d'informations et qui sont pour la plupart du temps assez fausses. Très bien, très bien. Et toi, Violetta, est-ce que tu as une actu à nous faire part? Peut-être qu'on peut te retrouver sur les réseaux?
Alors sur les réseaux, oui, sur Instagram, Violetta Onit. Pour ce qui est des spectacles, il y a 2-3 choses en préparation, mais pas encore de date. Donc Violetta Onit, c'est genre on it, c'est genre dessus. Non, O comme la particule O, nit, comme le tricot. Ok, je vois. Ok. Très bien. On it, c'est genre ok, c'est direct dans le. Explicite. Elle parle tout doucement et t'es là, on it. Bon, d'accord. Très bien. Sarah, Tamara, est-ce que vous avez encore des questions pour les invités? Non, moi j'ai pas de questions, moi j'ai des suggestions. La suggestion de la semaine. La suggestion de la semaine, parce que je trouve qu'on parle pas assez du visuel des aliments qui ne sont pas forcément aphrodisiaques. Mais si vous n'avez jamais vu la vidéo des Néo-Zélandais manger de la papaye, faites-le. Ah, bien. Ouais. Tu l'as vu cette vidéo? Ouais, bien sûr que voilà. je l'ai vu. Toujours sur les bons filons. I'm a papaya. Ok. Ok, très bien. Eh ben, on ira voir ça avec Philou. En tout cas, moi, j'ai appris vraiment plein de trucs. Oui, c'était super intéressant. Ouais, Merci intéressant. infiniment. Merci beaucoup, les amis. Esther, est-ce que tu veux nous lire ton texte? Ok. Enfiler des bas de soie comme prélude à ses caresses. Ajuster la dentelle qui sera délicatement enlevée dans quelques heures. Le frôlement des doigts sur ma peau comme préambule à la caresse des lèvres. M'envelopper de douceur en attendant la chaleur de son corps contre le mien. Il y aura d'abord la porte qui se clôt pour enfermer le monde à l'extérieur, les 3 petits pas pour se débarrasser du superflu, et 2 souffles noyés d'images 1000 fois rêvées. Retrouver la douceur de sa peau et engloutir ma bouche dans la sienne, le laisser s'emparer de mes lèvres, ses mains enveloppant ma taille, les miennes en coupe autour de son visage pour cueillir nos baisers, ses doigts effeuillant une par une chaque courbe de mon corps jusqu'à les mettre à nu. Il y aura mon corps qui chavire sous le poids de sa présence, mes soupirs sous les promesses de ses lèvres, ma nuque frissonnante dans le creux de ses murmures, mon abandon tout entière à sa peau, moi fondante dans la chaleur de son emprise, sa langue qui inventera de nouveaux mots le long de mes jambes, mes bras qui l'enlaceront pour mieux se perdre, mes mains en exploration tout autour de lui pour ne pas rester aveugle. Il y aura ma peau rougissante sous ses baisers rugueux, mes cheveux emmêlés dans ses doigts, mon plaisir à goûter sa saveur, mon chant soupirant sur son tempo. Il y aura son cœur agrippé à mes hanches, la bourre au bord des lèvres, ses mains pour me retenir et m'emporter, la marée montante des vagues et contre-vagues de son souffle sur ma gorge, le basculement dans ses bras qui m'étreignent de plus en plus fort, ce frissonnement tremblant et vibrant au creux de nos ventres qui battent la chamade. Il y aura lui, son corps, sa peau, ses caresses, son regard, ses mots, égarés dans des draps avec moi, enchevêtrés avec mes soupirs, mes sourires, mes murmures, mes effreulements. Il y aura le temps suspendu à la douceur de ces instants entrelacés, ces heures épanouies derrière la porte close et précieusement enfermées dans la soie de mes bas, remonter à doigts tremblants et capturer son parfum sur ma peau, prolonger encore un peu ses caresses, m'envelopper du souvenir de sa chaleur, des bas de soie pour m'abriter du monde qui s'engouffre quand la porte s'ouvre. Il y aura, dis-moi que ces heures viendront. Waouh, trop beau. J'adore, magnifique. Merci. Très très beau. Wow. Ouais, on s'y croit. On y était. On y était. Ah ouais. On est toujours Incroyable, habillés, Esther. je vous rassure. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Esther? Sur les réseaux? J'ai un compte Instagram qui s'appelle La Femme au Livre. Alors, de temps en temps, je poste un texte érotique. Bon, là, je parle pas mal de culture et de salons littéraires dans lesquels j'ai participé pour d'autres événements, notamment une maison d'édition qui s'appelle La Claque. Ouais, on reste dans le... Ouais, dans le thème. Dans le thème. Mais voilà, c'est surtout des coups de cœur, des citations. Il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées vraiment dans tout ce qui est érotique. Tout le monde en fait un petit peu, en fait. Je vais te poser une question, savoir ce que t'en penses. Je sais pas si vous êtes spammé, vous aussi, peut-être plutôt toi, parce qu'on est des gonzesses, alors on est spammé par différents trucs. Mais j'étais spammée à un moment sur Facebook, sur les pubs, beaucoup sur Facebook. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils targetent pas très bien. Mais sur les... Comment ça s'appelle?
bouquin érotique entre des humains et des genre elfes ou loups-garous, je sais pas quoi. Il y a un nom spécifique pour ça. C'est dommage que j'ai pas cherché avant parce que j'ai pas ce Erotic nom-là. Fantasy. Ouais, l'érotique fantasy. Erotic fantasy. Je crois qu'il y a un nom spécifique à ça. J'ai l'impression qu'il y a une culture autour de ça. Et j'étais tombée sur un TikTok qui disait que c'était devenu hyper populaire, justement, un peu chez la ménagère, solo, qui reste quand les enfants sont à l'école, et que c'était devenu une grosse tendance. Toi, Oui, j'en ai entendu parler. Mais t'as pas exploré. J'ai vu, c'était au salon de prix, il y avait deux autrices, qui étaient spécialisées là-dedans, mais comme j'étais responsable d'accueil des auteurs, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps de. Je courais. Parce que c'est vrai que je me demandais si c'était vraiment. Bon, moi, je suis pas une. Oui, il y a un filon. C'est grande sûr, consommatrice de livres de manière générale, mais je me demandais si la qualité derrière ça, d'un point de vue de quelqu'un qui écrit. Faut fantasmer sur une licorne déjà pour lire ce genre de livre. Moi, franchement, la licorne, ça me dit pas grand-chose, mais l'elfe non plus. Non plus, mais. Comment ça, moi non plus? Quoi que les elfes, peut-être. C'est pas mes préférés. Ça ne sont pas mes préférés. Ok, très bien les amis. Je pense qu'on a gentiment fait le tour du sujet. Bon, même si on finit jamais de faire le tour, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions, évidemment. Vous avez quelque chose à ajouter, les filles, peut-être? Non, je ne pense pas. Fort bien. Merci à vous trois d'avoir répondu à l'appel, à l'invitation. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. On espère que vous avez apprécié votre moment votre moment en notre compagnie. Excusez-moi. Tamara, Sarah, merci beaucoup de nous avoir accompagnés là-dedans. Un plaisir. Un gros big up à Sandro qui n'a malheureusement pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais qu'on salue tout fort. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices, d'être restés jusqu'à la fin de ce podcast. N'oubliez pas de nous mettre un petit 5 étoiles sur les plateformes, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On a toujours le jeu Kiss qui est disponible sur le site web, donc n'hésitez pas à y aller et à partager si ça vous a plu, oui, tout simplement. Un petit mot pour la fin? Tu me prends trop dépourvu là. N'importe quel mot. Oui. Carotte. Aubergine. Voilà, c'est comme ça qu'on conclut. Merci à tous et à très vite. Bisous. Bye. Merci. Kiss.